Bonjour à tous les internautes qui s'appellent Jackie et à tous les autres qui s'appellent Michel. Alors aujourd'hui c'est encore une vidéo sortie du lit comme ça, je suis un peu défoncé par le fait que ce soit le matin, mais c'est là que j'ai les idées les plus youtubesques. J'aimerais revenir sur un événement qui est passé un petit peu inaperçu dans les grands médias pendant le coronavirus, c'était la reconnaissance par l'État américain de l'observation par vidéo et par des chasseurs de l'armée américaine de l'observation des ovnis. Donc je ne vais pas revenir dans le détail sur ça, il y a plusieurs vidéos et documentaires qui en parlent. Moi, si vous voulez, je suis l'homme de la rue, hein, je suis l'homme qui a à peine le brevet, donc je ne suis pas un grand éminent scientifique. Donc ce que je risque de vous amener comme information, c'est simplement comment dire des choses assez simples et qui coulent de source, quoi. Alors déjà, premièrement, les ovnis sont sur notre territoire sans nous demander la permission, déjà. Donc c'est la première chose qu'on remarque, c'est qu'ils ne nous considèrent pas comme étant dignes de nous demander un petit peu. Donc ce sont des clandestins, tout simplement, donc sans papier terrien. Alors est-ce qu'on pourrait condamner une race extraterrestre de ne pas avoir de papier terrien? Non. Normalement les papiers terriens sont pour les terriens, donc déjà premièrement, comment les condamner si on en chopait un? Quelle loi pourrait-on lui appliquer? Alors, plus sérieusement, moi si vous voulez, j'ai été un peu choqué. J'aurais jamais cru que de mon vivant, j'aurais la confirmation de l'existence d'une race extraterrestre. Parce que, évidemment, on parle d'OVNI, mais faut bien voir ce que ça sous-entend derrière. Un OVNI, d'accord, on peut avoir un OVNI, et ça peut être une espèce de comète ou un effet de lumière, je sais pas. Là, en fait, un simple OVNI, c'est pas grave en soi, mais quand un OVNI fait preuve d'un déplacement avec une certaine intelligence, c'est-à-dire des déplacements qui montrent qu'il ne s'agit pas là d'un effet un petit peu qui aurait pu s'expliquer par des phénomènes naturels qu'on a du mal à expliquer, mais qui sont quand même naturels dans le sens où qui sont pas justement mus par une intelligence. Et voilà, je sais pas, il y a des tas d'observations qui sont bizarres, mais qui sont pas du fait d'une intelligence. Mais là, les observations qui ont été faites montrent clairement que les objets non identifiés faisaient preuve d'une grande stratégie presque dans ce qu'elle faisait, puisqu'elle a suivi l'armée américaine dans ses déplacements. Les ovnis ont suivi l'armée américaine dans ses déplacements, et puis on sait que dans l'histoire, il y a eu de nombreux cas où l'armée a même été attaquée par des ovnis. Donc là, quand un ovni vous attaque, c'est pas simplement, comment dire, un objet que vous voyez, dont vous avez des doutes. Là, il s'agit d'un objet qui vous attaque. Donc un objet qui vous attaque, ça sous-entend directement et sans ambiguïté qu'il s'agit d'une intelligence. Donc ça, si vous voulez, pour moi, les révélations de l'armée américaine finissent de parachever un petit peu les doutes que j'avais. Parce qu'évidemment, je ne vais pas répéter ce que tout le monde répète, mais tout le monde dit que l'univers est grand, machin. Mais moi, pour moi, ça suffisait pas pour dire il y a des extraterrestres, parce que c'est plus complexe que ça. Le sujet est beaucoup plus complexe. Il y a quand même la biologie, les exoplanètes, les machins. C'est pas si simple. Donc, j'attendais quand même confirmation. Et maintenant qu'il y a confirmation de l'existence d'ovnis dirigés par des êtres qui sont non vivants. Pourquoi sont-ils? Alors pourquoi peut-on dire ça? Tout simplement parce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui, avec l'état de nos connaissances actuelles, de fabriquer des objets de transport, quoi, c'est des objets de transport en fait, enfin, des objets qui bougent dans l'espace à ces vitesses-là et de cette manière-là. Donc à partir de là, j'ouvre la fenêtre parce que je sais pas pourquoi. En tout cas, pourquoi bon, je me suis un peu perdu dans ce que je disais, pardon, excusez-moi, mais comment non. Donc on sait que l'homme ne peut pas fabriquer de tels objets. Ou bien
des pays nous cachent vraiment des choses. Et là, ce sera aussi inquiétant. De toute façon, ce serait une autre éventualité, peut-être même plus inquiétante, que des pays nous cachent l'existence de technologies qui ont beaucoup d'avance sur les nôtres, en fait, sur nous occidentaux. Alors, si on part du principe qu'il n'y a pas de pays sur Terre qui cachent des technologies qui ont des milliers d'avance, des milliers d'années d'avance sur nos avions traditionnels, les avions à réacteurs et à hélices, et les hélicoptères et les drones, etc. Parce que quand on voit les vitesses où ils se déplacent, en plus ils rentrent dans l'eau, ils en sortent. Moi, je vois pas un avion de chasse rentrer dans l'eau et en ressortir. Pour moi, ça n'a pas de sens. Déjà pourquoi? Parce que voilà, un réacteur dans l'eau, ça me fait un peu peur, quoi. Donc eux, de toute façon, ils ne se meuvent pas. En fait, d'après ce que je comprends, avec mes faibles connaissances de petit homme de la rue, euh, ces objets utilisent la dégravitation, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils arrivent à éviter les effets de la gravitation et même la réutiliser, peut-être même pour se déplacer. Donc à partir de là, tiens, je crois qu'il y a une voiture qui va arriver sur la route. Bah, voilà un objet identifié. Voilà une voiture qui passe. Donc c'est super, c'est une voiture qui passe. Donc déjà, regardez, elle fait du bruit. Un ovni, les ovnis qui ont été observés ainsi ne font pas de bruit. Alors je sais, c'est complètement fou, quoi. C'est des objets qui font pas de bruit, qui défient la gravité. Parce que vraiment, la façon dont ils ont à se déplacer, on dirait qu'ils ne sont pas victimes de la gravité comme peut l'être un avion normal, si vous voulez. Un avion normal, quand il se déplace, il est obligé de suivre, comment dire, un certain profil gravitationnel, en fait. C'est-à-dire que il peut pas faire des trucs, des 90 degrés, des machins, parce que, en fait, c'est défier un petit peu les lois. Quand tu pars dans ton élan dans un certain sens, tu peux pas changer de sens, par exemple, parce que en fait, ta gravité t'entraîne, ton poids, ton énergie cinétique, comment dire, la force centrifuge et tutti quanti, vous voyez bien ce que je veux dire, quoi, ça vous entraîne. Enfin, eux, ces objets-là ne subissent pas ce genre de petits problèmes que nous, terriens, avons l'habitude de voir. Donc voilà. Donc partons sur le principe que ce sont donc des entités extraterrestres qui sont soit dans le vaisseau ou soit le contrôle à partir d'un autre endroit, ce qui finalement ne fait pas grande différence. Qu'est-ce que ça implique derrière, mes amis? Alors, ça implique qu'ils ont une maîtrise bien plus avancée que nous, apparemment, de la science. Et ça fait pas d'eux des êtres plus intelligents que nous, forcément. Non, faut pas faire cette erreur-là. Je réfléchissais à ça tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo. C'est que, en fait, ils ont juste un temps d'avance. En fait, nous, les êtres humains, ça fait à peu près 3 millions d'années qu'on est sur Terre, etc. C'est peu par rapport à la naissance de l'univers. Et c'est ça que les gens ont tendance à oublier aussi, en fait. Hein. Ils ont tendance à oublier que non seulement l'univers est très vaste, mais ils ont tendance à oublier que l'homme est assez récent dans cet univers. Donc ça veut dire qu'il y a des races qui peuvent avoir des milliards d'années de plus que nous, en termes d'évolution. Et c'est ça qui est vraiment hallucinant, quoi, de penser ça finalement. C'est vraiment hallucinant de se rendre compte en 2020 que on est les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'on est là, on est là, ouais, on a inventé l'électricité, ouais, on a inventé les bombes nucléaires, ouais, on est sur le point de découvrir des ordinateurs quantiques. Mais imaginez simplement une espèce qui n'a pas succombé à la guerre interne comme nous on est en train de le faire sur Terre. Imagine une race bien unie et qui a dépassé tous ces problèmes-là. Ordinateur quantique, énergie infinie, déplacement comme elle le veut. Je pense que une telle race extraterrestre pourrait décider de nous anéantir avec les moyens qu'elle a, parce que imaginez une telle race. On parle d'une race qui est capable de fabriquer des objets qui défient les lois de la gravité. Nous, on ne sait que partiellement l'expliquer, la gravité. Donc on pense que c'est l'antimatière qui crée la gravité derrière, parce que ça crée un trou dans les... Enfin, pour l'instant, on a des théories sur la gravité. On sait que ça a à voir avec la courbure de l'espace-temps. Enfin, la courbure de la matière, de l'espace-matière tridimensionnel, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous étirez... en fait, la place que prend la Terre dans l'espace, quoi, fait que
forcément ça distend un peu la matière qu'il y a autour de la planète Terre. Et nous, on glisse sur cette distension, quoi, si vous voulez. C'est un peu schématique, mais moi, c'est ce que j'ai compris de la gravité. Mais on ne sait pas derrière pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi ce qui constitue justement cette... il y a encore des choses à apprendre là-dessus. Voilà, je ne vais pas vous dire mieux, quoi. Ça paraît logique de penser ça. On a vraiment... euh, on a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Mais imaginons justement, partons sur un exercice. C'est un exercice de pensée que YouTube permet de faire en général, et c'est pour ça que j'apprécie ce média, c'est que donc l'exercice de pensée là que nous sommes en train de faire nous mène à penser que nous sommes en face d'êtres infiniment, et peut-être plusieurs. En fait, il y a peut-être plusieurs races qui nous. On ne sait pas combien de races différentes extraterrestres nous observent, parce qu'on a vu des tas de vaisseaux différents. Les observations sont différentes, donc ça se trouve, il y a plusieurs. Peut-être qu'on pourrait presque faire l'objet d'une bataille entre plusieurs races extraterrestres qui voudraient se partager la Terre. Et d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un très bon film de science-fiction. Tiens, ça pourrait être sympa, ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, bon, qu'il y ait plusieurs races ou qu'il n'y en ait qu'une, finalement, pour notre exercice de pensée, ça va pas changer grand-chose, mais du point de vue technologique, ces entités-là, si on part du principe qu'elles sont capables de faire ce qu'elles font, et de partir de très loin, parce qu'elles habitent forcément très loin, puisque si elles étaient sur la Lune ou sur les planètes près de chez nous, ou même Mars, on a déjà envoyé des sondes vers Mars, etc. Franchement, j'ai du mal à croire que ces êtres-là viendraient de notre système solaire. Donc ça veut dire qu'ils viennent de très très loin, ils savent se mouvoir sur des grandes distances, ils savent peut-être même se téléporter, façon Star Trek, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont des technologies forcément très avancées, et surtout, je pense qu'ils auraient la capacité de nous anéantir assez facilement, puisqu'ils peuvent se mouvoir sur Terre et ils pourraient très bien détruire nos centrales nucléaires. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Pour l'instant, ils sont restés relativement pacifiques, donc c'est à noter. C'est bien, il faut bien mettre de... Donc de toute façon, c'est clair, ils sont profondément pacifiques. Ça fait longtemps qu'ils auraient pu nous faire du mal, nous jeter des armes à la gueule que nous, on n'aurait même pas compris, de toute façon. Ils ont fait des tests. Je sais qu'un jour, ils ont neutralisé une base militaire américaine qui contenait des ogives nucléaires. Ils les ont neutralisés. Les objets ont été vus, et puis ce qui a été vécu, ça a été vécu par des militaires qui ont témoigné. Donc c'est un épisode de l'armée américaine traumatisante qui a beaucoup traumatisé l'armée américaine. Se faire neutraliser par un ovni, ces ogives nucléaires, enfin ces missiles nucléaires, je peux dire qu'ils s'en rappelleront longtemps, quoi. Et de dire on est des vraies petites merdes. Et je pense aussi c'est ce que voulait montrer cette race extraterrestre. Et il reste, regardez, vous êtes des petites merdes, vous faites les malins, mais nous, on arrive à distance, on vous désactive. Peut-être que c'était ça le message. Peut-être. En tout cas, ils ont été pacifiques jusque-là, donc c'est à noter. Le resteront-ils? C'est une autre question. Et je ne suis pas là pour y répondre, parce que je pense qu'on mérite d'être remis en ordre, puisque Dieu n'a plus sa place vraiment sur Terre, à part dans quelques religions qui pensent qu'ils n'auront jamais la force dissuasive d'un ovni qui vient vous péter la gueule. Et je pense que la future religion viendra des ovnis. Voilà, je pense que la future prosternation de l'homme ne sera plus vers les livres anciens, qui seront décriés, mis au banc des accusés, comme étant des mensonges, des religions de pacotille, parce que les ovnis vont se faire de plus en plus présents et on va finir par comprendre qu'on n'est plus seul et on va finir par comprendre qu'ils sont extrêmement puissants. Et donc on finira par s'en remettre à eux comme une divinité, quelque part. Vous savez, c'est un peu comme le chien et l'homme. Le chien, dans la tête du chien, son maître, l'homme, il peut se retourner contre lui si justement vous ne faites pas de preuve d'une certaine fermeté. Mais les ovnis, enfin les extraterrestres, se feront, je pense, preuve d'une certaine fermeté envers nous si jamais ils se dévoilaient un peu plus envers nous. Parce qu'ils ont énormément je pense, de technologies qui peuvent justement leur expliquer. Enfin, peut-être qu'ils ont même créé l'intelligence artificielle aussi.
et que certainement ils sont guidés par une intelligence artificielle qui leur dit voilà l'homme, ce que peut faire l'homme dans les diverses options qui s'offrent à vous. Si vous êtes gentil avec l'homme, voilà ce qu'il va faire, machin, etc. Parce qu'en fait l'homme, si vous voulez, l'homme c'est la rencontre d'un contexte, une planète, avec... par exemple, si l'homme était sur une planète d'une rare abondance, par exemple on serait sur une planète où la nourriture est plus abondante, où il n'y a pas de souci d'argent en fait, parce que le souci d'argent vient déjà du souci de subsistance. Il faut subsister. Mais imaginez une planète où il y a à manger à profusion. Pour une raison que je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que je ne peux pas la connaître, mais imaginez une planète où la nourriture est en abondance totale. Dans ce genre de planète, l'homme n'aurait plus besoin de se faire la guerre. Alors peut-être l'homme trouverait-il encore moyen de se taper sur la gueule pour d'autres sujets, mais en tout cas ça réduirait beaucoup la nécessité de coloniser les autres. Hein. On voit bien que les grands pays de ce monde essayent de coloniser les autres pour prendre leurs calories. Hein. Donc, dédicace à Frédéric Delavier, la guerre de la calorie. Donc, l'homme est la rencontre avec son contexte. Donc, si eux, ils ont envie de prévoir un petit peu nos mouvements à venir et nos façons d'agir sur eux en réaction, je pense qu'ils s'en remettraient soit à leur plus éminents scientifiques, ou soit de l'intelligence artificielle, en tout cas à quelque chose qui leur permettrait de comprendre de ce que moi, je suis capable de comprendre en étant humain, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux humains. Donc si ces entités extraterrestres venaient nous voir dans une volonté d'établir le dialogue, nous, en contrepartie, on essaierait de les niquer. Hein, les Américains diraient ouais, venez chez nous, on va faire des partenariats de je sais pas quoi, on va faire je sais pas quoi. Puis les États-Unis, les Chinois leur piqueraient leur technologie, leur piqueraient leur énergie. Je sais pas ce qu'ils en feraient, ce qu'ils feraient exactement, mais ce serait pas bon. Et ça, eux, ils le prévoiraient déjà à l'avance. Donc on part du principe que de toute façon, ils nous mettront toujours en respect. Voilà. Donc je pense que l'avenir de l'homme est très corrélé à ce qui vient de se passer pendant le coronavirus et qui est passé inaperçu. Je pense que c'est historique. Non pas que ces faits-là viennent d'arriver, mais on vient de le découvrir. Donc c'est historique que moi-même, par exemple, je viens de prendre conscience que je ne suis pas la seule entité intelligente de l'univers. Et que, en plus, je suis sous domination technologique, civilisationnelle, un peu comme quand les Américains débarquent avec leurs bulldozers dans la forêt amazonienne et qui vont sur le terrain des autochtones, là, vous savez, les tribus qui vivent cul nu. Bah, nous, on est un petit peu les tribus cul nus, comme ça, face à ces entités extraterrestres. Et ça me fascine parce que j'aimerais bien connaître leur histoire, j'aimerais bien connaître les différentes étapes de leur évolution. Et je pense que si jamais ils voulaient nous dévoiler tout ça, ce serait vraiment des cours d'histoire énormes à apprendre, en fait. Puisqu'ils ont certainement, comme je vous le dis, des années d'évolution. Donc, en fait, étudier l'histoire de ces êtres-là serait d'une passionnante... Enfin, ce serait incroyable, en fait, tout simplement. Déjà, étudier l'histoire du monde, c'est assez passionnant, parce que déjà, c'est sans fin, quoi. Je veux dire, si vous voulez étudier l'histoire, c'est sans fin. Entre l'histoire de la France, l'histoire des pays à côté, les différentes histoires, l'histoire du sport, l'histoire des armées, l'histoire de la science. Putain, rien que l'histoire de la science, c'est magnifique. Mais l'histoire de leur science à eux, imaginez l'histoire de la science d'une race extraterrestre qui a plusieurs millions d'années de plus que nous. Donc ça veut dire qu'elle est passée par différents stades, par différentes crises forcément, qu'elle a dû résoudre certains problèmes. Et que ça en fait des dieux. En fait, par rapport à nous, ça en fait des dieux, tout simplement. Et en général, quand un colon arrive, comme les Américains sont arrivés en Amérique et qu'ils ont détruit les Indiens, de manière bien consciente, hein, c'était pas par hasard, hein, c'est vraiment, ils ont voulu exterminer les Indiens et ils les ont vraiment bien affaiblis en leur distribuant par exemple des couvertures qui étaient empoisonnées. Et ben, eux, les extraterrestres, ils pourraient presque nous contaminer sans le faire exprès ou nous faire du mal sans le faire exprès parce qu'ils ont tellement d'avance sur nous que peut-être aussi c'est pour ça qu'ils prennent des pincettes avec nous et qu'ils veulent pas instaurer un dialogue avec nous aussi.
Parce que certainement qu'ils se disent qu'il y aura forcément des effets de bord, des effets collatéraux. Ce serait bien beau qu'ils viennent là discuter avec nous, mais alors déjà, comment discuter? Par quels moyens? Comment établir un contact avec des moyens de communication qui sont forcément différents et des langages qui sont différents? Eux auraient certainement la puissance de parler dans notre langage. Donc peut-être qu'ils auraient des traducteurs. Mais euh, le plus grand risque à leurs yeux serait de nous contaminer par quelque chose que eux-mêmes n'ont pas prévu, en fait. Peut-être qu'ils se disent on est vecteur aussi de certaines parasites que eux n'ont pas, et que même nous, nous ne savons pas, parce que eux, peut-être qu'ils partent du principe humble de ne pas tout savoir, et de se dire ok, nous sommes très avancés par rapport à ces ougaches d'humains, là, à ces petits cloportes, mais on ne veut pas les détruire, sinon ils l'auraient fait d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même un peu pitié de nous, et qui, je pense qu'on est intéressant à observer pour eux, parce que ça leur ramène à leurs propres temps anciens. Cette fameuse race extraterrestre très très avancée, quand elle nous regarde, elle se dit putain, c'était comme ça qu'on était. Parce qu'elles ont forcément oublié un peu leur histoire primaire en fait. Parce que ça se perd. En fait, l'histoire lointaine se perd. Donc nous déjà, on a du mal à se rappeler un petit peu de ce qui se passait dans les temps anciens de l'homme, quoi. Parce qu'on a juste des peintures qui en restent. On n'a pas une vision claire de ces temps-là. Et j'imagine que ces extraterrestres-là ont aussi perdu de vue un petit peu qui ils étaient au départ, et que ça fait partie de leur lointaine histoire. Et ils se disent, tiens, voilà un parfait miroir, voilà ce que nous sommes. Rappelez-vous, nous, quand nous avions découvert la bombe nucléaire, il y que des millions d'années, que s'était-il passé finalement à cette époque-là? Eux-mêmes le savent-ils? Et pour eux, de nous observer, bah, effectivement, c'est un moyen de se rappeler de leur, un peu de réétudier tout ça. Mais aussi de comprendre quels sont les dangers d'une société comme la nôtre et ne pas recommencer ça chez eux en fait. Ils se disent voilà une entité qui est les humains qui se tapent dessus bêtement, etc. Et ils se disent comment éviter ça chez nous, que ça revienne, bah, observons-les et voyons les erreurs qu'ils font, les erreurs stratégiques qui mènent à ça. Donc en fait, je pense qu'il y a plein de théories qu'on peut mettre en exergue montrant tout l'intérêt. En fait, on pourrait se dire, ouais, on est des fourmis, machin, on est très peu avancé par rapport à eux. Mais justement, il y a plein et mille et une façons de penser qu'on a de l'intérêt pour eux. Et ça, c'est un point positif aussi, parce que c'est pour ça qu'ils vont pas nous détruire bêtement. On est pour eux sacrés, enfin sacrés. On est comme des souris de laboratoire, et les souris de laboratoire, on ne les tue pas. On s'amuse pas à tuer des souris de laboratoire parce qu'on en a besoin. Et donc voilà ce qu'on est pour eux, avant toute chose, des souris de laboratoire. Peut-être une planète en cas de problème. Bon, je pense qu'eux, ils ont dépassé tout ce qui est problématique d'énergie. Je pense qu'ils sont capables de fabriquer de l'eau. Je pense qu'ils sont capables de fabriquer de l'énergie, mais sans apporter d'énergie. Et ça, c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, sur Terre, nous, les humains, nous ne sommes capables que d'apporter de l'énergie que par transfert d'énergie. Donc l'énergie, on la prend toujours de quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un impact carbone à ce qu'on fait. Eux ont dû dépasser forcément ça. Et ce qui serait sympa de leur part, et je pense que peut-être que c'est ça l'espoir que j'ai, au fond de moi, c'est qu'ils nous apprennent à être décarbonés. Si eux l'ont trouvé. Je pense que des individus qui ont trouvé le moyen de voyager dans des appareils aussi perfectionnés ont forcément peut-être, j'espère en tout cas, le moyen d'avoir une vie décarbonée. Bon, peut-être qu'eux n'ont pas ce problème-là, peut-être qu'ils vivent dans un environnement oxygéné. En tout cas, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'oxygène, mais en tout cas, peut-être qu'eux, ils étudient ça aussi en se disant, tiens, comment on pourrait les aider. Peut-être que pour eux, ça représente un enjeu aussi de nous sauver. Peut-être qu'en nous observant, ils se sont dit, tiens, ils vont bientôt crever. Et donc, essayons de faire une recherche de notre côté, comment les sauver, machin, etc. Et ça se trouve, ils pourraient nous aider au moment vraiment où on en a besoin. Parce qu'il n'y a que eux. En fait, si vous voulez, pour moi, les ovnis représentent le dernier espoir de l'homme, de s'en sortir. C'est pour ça qu'il ne faut pas cracher sur eux. Les extraterrestres, je veux dire, parce que les ovnis, c'est juste la manifestation de cette intelligence. Mais pour moi, s'ils existent, bien sûr, hein, parce que là, on est parti en début de vidéo d'un postulat que
Je le rappelle, hein, on est parti d'un postulat qui était le plus rationnel finalement, hein, parce que penser qu'une race sur Terre détient cette technologie, c'est moins rationnel de penser que ce soit une race extraterrestre. Donc je pars sur l'hypothèse la plus rationnelle en fait. Et en suivant cette rationalité, je me dis que c'est un espoir parce que c'est le dernier en fait. C'est pour ça que c'est un espoir, c'est que c'est le dernier en fait. C'est que nous-mêmes ne serons pas capables de nous décarboner, parce que déjà, premièrement, il n'y a pas de technologie sur Terre. Par exemple, hier, j'ai regardé un reportage sur la pile à combustible. Et le problème, c'est que même pour fabriquer une voiture à pile à combustible, ce qui est pour l'instant pas possible à grande échelle, puisque ça coûte 70 000 euros, une voiture de ce genre, mais imaginons même qu'on soit capable de la vendre à grande échelle, elle ne fait que diviser par deux la consommation de CO2 d'une voiture. Parce que la pile à combustible, même si elle ne fait que recracher de l'eau, elle a un coût de fabrication en batterie et en voiture. Donc, à la fin, c'est 90 grammes de CO2 qui sont rejetés, donc par rapport à une voiture qui est 180 grammes. Donc, vous voyez bien que on s'en sortira pas à un moment donné. De toute façon, il y a trop de pays sur Terre qui vivent pour eux, quoi, en fait. C'est comme dans un immeuble, quand chacun fait ce qu'il veut de son côté, les gens sortent leurs poubelles quand ils veulent. Euh, les voisins mettent la musique quand ils veulent, et là on a un immeuble extrêmement difficile à vivre. Alors, la planète Terre, c'est ça, c'est beaucoup de locataires pour un endroit et peu de respect entre les locataires et peu d'entente. Donc j'ai du mal à imaginer que tous les pays respecteront le fait de se décarboner. Effectivement, l'empreinte carbone va forcément diminuer dans les années à venir face aux efforts de certains pays, ça c'est sûr. Mais ce ne sera jamais suffisant. Et puis de toute façon, il y a d'autres problèmes que le carbone. Ce n'est qu'un des problèmes qui nous... Parce que en fait, ça engendre le réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique en lui-même n'est qu'un des nombreux paramètres qu'on a. On a aussi des autres problèmes. Euh, la démographie galopante fait que, à un moment donné, on sera trop gourmand énergétiquement en construction de nourriture. La construction de nourriture a un coût. L'élaboration de nourriture à grande échelle a un coût énergétique qui va augmenter exponentiellement face justement à l'exponentialité des naissances en fait. Donc on a plein de problèmes comme ça, et le seul avenir de l'homme, peut-être pas moi de mon vivant, et c'est pour ça que je pense au futur, quoi, aux futures générations. Le seul espoir pour moi des futures générations, qui n'ont pour l'instant pas d'espoir, en dehors de l'existence d'une race sauveuse, l'homme n'a pas d'avenir selon moi, c'est mon avenir. Selon moi, à long terme, peut-être pas de mon vivant, ni même peut-être du vivant de la génération actuelle, mais un jour ou l'autre, cette démographie galopante, et comment dire, cette pollution galopante aussi, ce capitalisme galopant, tout ça finira par avoir des conséquences assez dramatiques sur une bonne partie des êtres humains. Peut-être pas l'extinction de l'homme, mais en tout cas, beaucoup de souffrances qui entraîneront à leur tour de la haine et encore, en fait, des profonds changements qui feront de l'homme un espèce d'animal intelligent, c'est-à-dire quelqu'un d'assoiffé de haine, en fait, qui sera assoiffé de haine et de guerre, en fait, parce que un monde dans le stress ne va faire qu'aller dans le stress, si vous voulez. Le monde en train de se stresser, on le voit. Le monde, on a vu que sorti du déconfinement, des explosions de violence ont eu lieu. Et donc, pour moi, l'avenir de l'homme passe par des phases de grande augmentation de l'énergie globale du stress. Un grand stress arrivera à l'homme dans les siècles à venir, peut-être même l'année prochaine. Hein, tu vois, c'est entre l'année prochaine et plusieurs siècles. Je ne sais pas vous dater la grande montée en puissance, le grand pic de stress qu'il y aura, parce que ce sera comme la guerre 14-18 et la Deuxième Guerre mondiale, sont été des pics de stress qui sont annonciateurs. En fait, vous savez, c'est un peu comme on voit les courbes de statistiques, les machins, ou les cours de la bourse, on voit toujours des petits pics avant une crise, en fait. Des petits signes, en fait, des petits signes. Et je pense que la Première et la Deuxième Guerre mondiale et Hiroshima, ce sont des petits pics qu'il y a avant les grands pics qui vont arriver sur la civilisation humaine dans les dizaines d'années à venir et les siècles à venir, parce que la fourchette est grande, en fait. Hein. Mais forcément, quand on a un peu de jugeote, on va dans ce sens-là, si vous voulez.
C'est la rationalité. En fait, ce que je dis est rationnel. Il n'y a pas de magie, en fait. Hein. C'est l'observation et l'extrapolation. C'est-à-dire que quand vous observez un cours d'eau qui ne fait qu'augmenter, à un moment donné, vous dites il va déborder de son lit. Et forcément, bah, ce qui est à côté va être inondé. Et ça, c'est comment dire, c'est de la projection. Ça n'arrivera peut-être pas. Peut-être que la rivière ne va pas déborder. Elle va peut-être arrêter avant, avant que la projection que vous aviez faite se réalise. Donc, encore un ovni qui passe, mais enfin un objet identifié, un objet roulant identifié qui passe, avec un humanoïde à l'intérieur. Paix à toi. Donc, tout ça, c'est pas de les hurluberlus. Je ne pense pas être un hurluberlu. C'est mon opinion sur moi-même. Après, vous pouvez penser en tant que spectateur que je suis un grand hurluberlu puissance 1000 et je peux pas vous en empêcher. Mais moi, j'ai le droit d'avoir une opinion sur moi-même. Et mon opinion sur moi-même, c'est que je suis rationnel. Rationnel ne veut pas dire que je vais pouvoir anticiper le futur et que j'ai raison. Et que ce que je dis est scientifique. Non, c'est juste de la logique. Vous savez, la logique, c'est quoi? C'est simplement, par exemple, le feu ça brûle, l'eau ça mouille. Hein. Ça va pas plus loin. Hein. Pour moi, la logique, c'est ça, quoi. Donc, je vois pas en quoi ce que je dis pourrait être très choquant, en fait, que l'homme va à sa perte. Je sais pas qui peut je sais pas qui ça peut choquer. Que je comprends que ça peut choquer que effectivement on parle de race extraterrestre supérieure. Alors que moi personnellement, je trouve ça comme étant tout à fait normal et légitime. Mais je peux comprendre que vous pensiez que. Alors, et c'est là que notre différence se fait. Vous qui pensez qu'il n'y a pas de race extraterrestre, et moi, évidemment, on peut être en désaccord là-dessus. Et ça pourra créer à l'avenir un désaccord. Peut-être qu'à l'avenir, la Terre va se scinder, la civilisation humaine va être scindée entre deux catégories. Ceux qui croient et ceux qui vénèrent, en fait. Parce qu'on n'a pas le choix. Soit vous n'y croyez pas et vous êtes sceptique. Vous dites, ouais, voilà, blablabla, canular complot. C'est voilà, ou même s'ils venaient et nous faisaient témoignage nous livraient des grandes preuves de leur existence, je pense qu'il y aura toujours des réfractaires et des sceptiques. Un petit peu comme il y en a qui sont réfractaires au Covid-19, certains qui veulent pas mettre le masque. Et ça, c'est quelque chose de typiquement humain. Il y a toujours une part de l'humanité qui refuse les grandes vérités. La Terre est plate. Selon certains, enfin, vous voyez, quoi, je veux dire. Donc, effectivement, les ovnis, enfin, les extraterrestres, putain, je dis à chaque fois le mot ovni, putain, je suis amoureux du mot, je veux pas sortir avec lui, je vais pas me marier, bordel. Les extraterrestres. Des personnes ne voudront jamais pouvoir penser y croire, parce que ça remet trop en cause des croyances ancestrales en eux. Et les gens, vous savez, hein, quand on casse leurs croyances, leur religion, leur façon de vivre, leur culture, ça va briser des cultures, des peurs. En fait, c'est pour ça que c'est historique. Euh, la vie extraterrestre telle que là maintenant s'apprête à être dévoilée, je pense que l'armée américaine a plus d'informations, mais qu'elle va les distiller plus tard. Elle nous prépare. L'armée américaine commence à nous préparer en disant voilà, on a filmé des ovnis. Plus tard, ils nous diront peut-être voilà, on en a capturé un, voilà comment ils se présentent. On ne sait pas. En tout cas, l'humanité n'est pas forcément prête et il faudra plusieurs générations pour qu'elle admette. Mais en tout cas, pour en revenir finalement au sujet précédent que j'ai un peu éloigné, c'est que la seule espoir à long terme de l'homme, en termes d'énergie, parce que finalement le problème de l'homme est énergétique, tout simplement. Problème d'énergie. Nous n'avons pas assez d'énergie propre. C'est ça notre problème. On ne fait que de l'énergie sale. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a un problème. Et ça, un enfant de 5 ans pourrait le comprendre. Si un enfant de 5 ans lui dit, écoute, si tu te baignes dans un bain de boue, est-ce que tu vas ressortir propre? L'enfant de 5 ans, il va dire, écoutez, non. Alors l'enfant de 5 ans, il dira, ouais, je vais ressortir sale de votre bain de boue. Par contre, un homme de 40 ans, comme Trump, n'est pas capable de comprendre ça. Trump pense, comme certains, qu'on peut ressortir d'un bain de boue propre. C'est comme ça. Il y aura donc le problème est double. Le problème est strictement scientifique. Nous ne sommes pas capables de créer de l'énergie propre pour l'instant. Mais il y a aussi un autre problème. C'est notre réaction face à ça. C'est le déni de ça. Parce qu'on pourrait atténuer ce problème-là.
effectivement, on pourrait dire, oui, effectivement, nous ne sommes pas capables de créer de l'énergie propre, mais on va s'adapter au maximum du maximum face à cette réalité. Ce qui serait notre seul choix rationnel, en fait, hein. C'est simplement de faire face à une situation, certes, qui ne sera jamais parfaite, mais essayer de nous être parfaits face à la situation. Seulement là, on fait tout le contraire. On a une réalité de base, nous ne sommes pas capables de faire de l'énergie propre. Nous sommes capables de faire de l'énergie, ce qui est déjà sympa, qui est déjà pas mal, parce que sinon on ne serait pas là pour parler. Bon, on a besoin d'énergie pour se déplacer, mais surtout pour créer de la nourriture. C'est ça qui est vraiment le plus important. Création de nourriture, sans énergie, pas de création de nourriture. La première, c'est le soleil. Mais après, nous, pour déplacer la nourriture, il faut la transporter, et puis surtout la mettre en industrialisation. Donc, tout ça, donc le problème de l'énergie est crucial, mais pas pour certains. Et pourtant, ce sont les personnes les plus influentes de la planète, souvent. C'est pour ça qu'il y a quand même matière à être subjugué par ce genre de comportement qui ne comprennent pas que face à une réalité scientifique comme celle-là, ne pas être capable de faire de l'énergie propre, il va falloir être le plus parfait possible, le plus green. C'est-à-dire vraiment être redoutable dans l'art et la manière de recycler tout ce qui peut l'être. Mais ça, on n'est pas parfait dans tout ça. Et on ne le sera jamais, parce qu'il faudrait que l'énergie soit comme ça. J'avais vu une vidéo qui expliquait qu'une bonne économie, c'est une économie où les déchets d'une usine alimentent la matière première d'une autre. Et il faudrait que toutes les usines fassent comme ça. Il faudrait que toutes les usines soient en chaîne, en boucle. C'est-à-dire que les déchets d'une usine alimentent la matière première d'une autre. Et si tout était comme ça, et pas simplement un peu de recyclage par-ci par-là, les bacs jaunes et compagnie, bon... J'ai même appris récemment qu'on était capable de faire de l'essence. Il suffit de fondre du plastique pour faire de l'essence. Vous vous rendez compte? Ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Il y a un Français qui est en train de mettre au point cette machine qui est au stade de prototype, mais il nous a montré à la télé, là, c'est Jean-Pierre Pernaut, je crois, ou je sais pas qui, à la télé, il dit, oh tiens, regardez ce Français qui a inventé une machine pour... Mais quoi? Mais putain, du plastique, on en a plein les océans, bordel. On en a plein. On n'en manque pas du plastique. Il y en a vraiment une panacée, une chier, quoi. Une chier de plastique. C'est vraiment... Et là, on nous apprend qu'un mec comme ça... Mais putain, ça fait longtemps que ça doit... Parce qu'on le sait scientifiquement. En fait, si vous voulez, c'est un savoir très ancien, ça. C'est pas d'hier qu'on sait qu'on est capable de fondre du plastique pour en faire de l'essence. Mais ça n'a jamais été fait. Et surtout à grande échelle, pour que quelqu'un le fasse dans son garage ou en train de mettre un prototype au point. Mais putain, ça devrait être les États qui aient mis ça au point. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là, putain? Rien. On n'est pas prêt d'aller coloniser l'espace et Mars, hein. Même Elon Musk, gentil qu'il est, face à la connerie humaine, même Elon Musk ne pourra pas nous emmener partout sur Mars, hein, et nous sortir de la merde. J'ai plus confiance aux extraterrestres qu'en Elon Musk pour nous emmener en dehors de nos problèmes. Parce que les problèmes sont là. C'est ceux que je viens de décrire. Mais quand on voit les initiatives humaines, on peut aussi avoir de l'espoir pour l'être humain. Mais ce sont des gouttes d'eau dans l'océan, malheureusement. C'est-à-dire que même si vous faites... En fait, on doit être... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas simplement faire des efforts et avoir des bonnes initiatives dans certaines personnes, certaines associations, certaines entreprises qui sont vraiment vertes, et pas qui se le prétendent, mais ça suffira pas. Pour faire face à un problème comme celui-là, parce que le problème, c'est la démographie. On n'aurait pas ce problème de démographie. On aurait une démographie qui est stagnante ou même qui baisse un peu. Mais on a une démographie terrienne qui est en train de monter de manière... C'est une courbe comme ça. Oui, c'est une courbe comme ça, l'augmentation de la démographie. Putain. Mais même un gugus comme moi, même un gamin de 5 ans peut comprendre ça, quoi. Putain. C'est incroyable la débilité profonde dont l'homme fait preuve face à des réalités qui sont... comment dire, c'est comme quand je mets ma main dans une poêle en feu, quoi. C'est la même chose, quoi. Je vois la démographie terrienne exploser, je vois qu'on fait de l'énergie sale, donc, qui dit démographie qui explose, dit énergie qui explose, c'est blanc bonnet blanc, enfin, je sais pas, quoi. Mais ça se roulait par terre de bêtises, quoi. Franchement, je préfère encore manger du foin, quoi. Enfin, bref... Et dans toute cette noirceur comment dire, du constat de notre humanité assez fragile, parce que d'un côté on a des super scientifiques, mais des gugus comme moi sont capables de démonter l'humain. Vous vous rendez compte qu'un gugus comme moi, qui est vraiment, je suis une merde, quoi. Ben moi, je peux démonter l'humanité avec des raisonnements qui sont simples et qui sont des constats qui sont vraiment... Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, quoi, j'ai envie de dire, comme disaient mes grands-parents.
Voilà, un Gugus comme moi peut démonter, comment dire, l'humanité dans sa globalité, dans la direction qu'elle prend en fait. Évidemment, si vous prenez des cas particuliers, bah ouais, il y a des gens qui sont super cool, il y a des gens qui font des initiatives qui sont invraisemblables, qui sont géniales. Enfin, c'est sûr que quand on prend l'individu à des endroits comme ça, mais on n'arrive pas à se coordonner. Et certainement que les races extraterrestres, elles ont réussi à se coordonner comme un peuple de fourmis. Et je pense que c'est ça qui différencie un petit peu une race vraiment coordonnée d'une autre, quoi. C'est-à-dire cette capacité à se coordonner. Parce que vous pouvez avoir des individus isolés extrêmement intelligents, des pays isolément très puissants et très, très riches financièrement. Mais si toute l'humanité dans sa globalité n'arrive pas à mettre toute cette puissance pour résoudre simplement des questions qui sont simples, je vous dis le conseil simple, pas d'énergie propre. Homme doit être parfait face à cela. Parfait, parfait. Coordonné dans toute sa globalité comme le ferait une fourmilière. Parce que vous mettez le feu à une fourmilière, je vous garantis qu'elle s'en sortira. Vous inondez une fourmilière, je vous garantis qu'elle s'en sortira. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous se coordonner face au danger. Il n'y aura pas de gugus qui font se barrer et qui vont fermer leur compte pour aller, pour aller se barrer sur une île déserte. Les fourmis, elles vont pas abandonner leur clan face à un danger, et puis elles vont pas penser qu'à elles-mêmes. Nous, face à un danger, on se tape dessus, on va se rouler en voiture dessus, comme je vois en ce moment, les gens se roulent dessus en voiture, roulent sur des flics, enfin, au sortir du confinement, les gens sont le contraire d'une fourmi. C'est-à-dire que elles veulent détruire leur prochain. C'est-à-dire qu'en fait, là où une fourmi vit pour le prochain, vit pour le groupe, l'humain vit pour tuer le groupe. Ça n'a pas de sens. Le groupe, sans lui, on n'est rien. Sans lui, sans le groupe, il n'y a même pas de circulation énergétique. Le groupe permet la circulation énergétique et la mise en commun de l'énergie. C'est ça le but d'une civilisation. Et les fourmis le font très bien, alors qu'elles ont beaucoup moins de quotient intellectuel que nous. Et beaucoup moins de capacité intellectuelle que nous. Donc ça montre qu'on a un vrai problème, nous humains. On a un vrai problème à régler. Et pour moi, le seul espoir qui se règle, parce que si on veut survivre, on doit régler le problème que je suis en train de vous décrire, tout simplement. Et pas plus, pas moins. J'ai pas confiance en nous pour le faire, tout simplement. Alors ça, là, ça devient une opinion. Là, je sors de la rationalité du constat. Être rationnel, c'est dire, voilà, il y a un problème. Après, va-t-on le régler, comment, machin? Là, ça devient moins rationnel, puisque là, c'est plus un pari. Et moi, je parierais plus sur une entité extraterrestre qui viendrait peut-être nous mettre en esclavage pour notre bien, en fait. Peut-être qu'il faudrait, tiens, encore un humanoïde. 2 humanoïdes. Oh, mais ils ont pas l'air sympas. Ils me font peur. Alors, comment dire. Peut-être qu'il faudrait qu'elle le fasse, cette race extraterrestre, sans nous demander notre avis, ou de force, ou je sais pas par quel moyen, mais je pense que si simplement elle nous invitait à la réflexion, ou si elle nous invitait à suivre telle ou telle méthodologie, est-ce que des mecs comme Trump seraient prêts de le faire? Trump qui voit des complots partout, il n'y en a pas. Trump qui crée des complots et qui complote. Ce mec-là, c'est vraiment le contraire d'une fourmi. Trump, je ne sais même pas s'il pense vraiment aux États-Unis dans ce qu'il fait. On me dit que c'est quelqu'un qui pense vraiment à sa patrie et tout ça, et je pense pas en fait. C'est ce que je pensais justement jusqu'aux émeutes qui opposaient la population et l'État. Et quand il a dit, bah allez-y, frappez tout le monde, en quelque sorte, il encourageait à détruire les manifestants avec des armes, quoi. En fait, il poussait au meurtre. Là, je me suis dit, non, en fait, il est même pas pour son peuple, en fait. Il est pas là pour défendre son peuple vis-à-vis... Non, non, c'est même pas ça ce qui l'anime. On sait pas trop, c'est peut-être des pouvoirs financiers occultes. En tout cas, Trump, c'est vraiment de la merde c'est de la merde en barquette, et il m'a vraiment déçu, tu vois. Avec le coronavirus, il m'a montré déjà qu'il avait aucun respect du personnel hospitalier, aucun respect de rien. En fait, ce mec ne respecte absolument rien. Et je pense qu'il respectera pas plus les entités extraterrestres si elles se manifestaient à nous, parce que forcément, qui seraient les premiers à être en contact avec eux, ou du moins à réfléchir sur le contact qu'on aura avec eux, ce seront les chefs d'État des plus grandes puissances, hein.
pas le Turkménistan, hein, ce serait les États-Unis, la Chine, peut-être la France, l'Angleterre, j'en sais rien, vous voyez, bref. Euh, voilà, c'est Gugus là. Donc imaginez que face à une entité qui a des millions d'années d'existence, une philosophie très avancée, une façon de penser, une façon de réfléchir très posée, le top de la pensée, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas mieux penser. Des gens qui sont capables de s'unir face aux problèmes pour résoudre justement des problèmes scientifiques qui n'ont pas, ou bien peut-être que ces races extraterrestres sont aussi peut-être gangrénés par des guerres aussi, et que c'est pour ça qu'ils viennent nous visiter, c'est parce qu'ils ont besoin de trouver une échappatoire à leurs propres problèmes. Donc ça aussi c'est une éventualité malheureusement, c'est qu'ils ne sont pas du tout philosophiquement unis comme les fourmis, et il viendrait aussi pour un peu profiter de notre gueule, hein. Donc ça, mais alors Trump, ce serait les premières choses qu'il penserait. Voilà, Trump, s'il avait contact avec eux, il partirait tout de suite dans l'hypothèse que effectivement ils sont néfastes. Et je pense que rationnellement, on doit toujours se méfier des autres. Donc la rationalité nous pousserait à nous méfier de cette race extraterrestre, même si elle paraît gentille et philosophiquement très avancée. La méfiance voudrait La rationalité voudrait qu'on se dise, mais peut-être qu'ils ont une arrière-pensée. Mais si ils voulaient simplement nous sauver et qu'ils nous apportaient les méthodologies permettant de nous sauver, euh, les gens ils hallucinent, quoi. Les gens ils passent en voiture, ils voient un mec qui est en train de parler comme ça, ils hallucinent, quoi. Bon bah, s'ils savaient de quoi j'étais en train de parler, ils seraient encore en train de plus halluciner, quoi. Parce que je pense qu'ils sont loin de savoir ce qui se passe réellement à l'information à la dark information. Il y a un peu le dark web sur Terre, mais il y a aussi la dark information, c'est-à-dire les informations qu'on ne dit pas forcément dans les médias et qui sont plus des informations qu'il faut aller chercher, si vous voulez. Le deep, le deep journalisme, quoi, que je fais, quoi, bah, me permet de vous raconter tout ce que je suis en train de vous raconter, en fait. Enfin bref, je pense que ce serait un sujet délicat que de s'imaginer comment pourraient réagir des chefs d'État comme Macron. Le jupitérien, il partirait dans des délires philosophiques et ferait des citations. Oui, nous sommes en face d'un rempart de l'histoire, de l'humanité, de je sais pas quoi. Il partirait dans des délires comme ça. Et puis Trump, ouais, fuck this motherfucking aliens là, fuck you. Voilà, il serait comme ça, quoi. Et c'est rigolo de penser à ça, en fait. C'est rigolo de penser qu'il serait pas capable de faire face à un tel problème, parce que là c'est un vrai problème qui se posera à l'humanité. Devrait-on accepter l'aide d'une entité extraterrestre ou pas? Et donc c'est vraiment c'est vraiment des questions qui sont intéressantes, et je pense que je pourrais avec vous disserter pendant des heures et des heures sur toutes les possibilités qui s'offrent, tous les exercices de pensée qu'on peut faire finalement à partir d'une simple découverte, c'est-à-dire des objets volants non identifiés. En fait, d'objets volants non identifiés, on en convient qu'ils étaient conduits par une intelligence, on en convient que cette intelligence a de fortes chances de ne pas être d'origine terrestre et humaine en fait, hein. Et donc, on en arrive à la question de se dire que c'est simplement notre seul espoir, qu'une race va nous délivrer peut-être une méthodologie ou peut-être une technologie, hein, je ne sais rien. Quelque chose qui viendrait combler un manque que visiblement nous avons. Il n'y a pas besoin d'être sorti de je ne sais où, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'il manque quelque chose à l'homme, il est sympatoche. Il est gentil cet homme-là, parce que dans le fond, beaucoup n'aspirent qu'à cultiver leur jardin et à regarder France 3. Mais il y en a beaucoup d'autres qui aspirent à la guerre, il y en a beaucoup d'autres qui aspirent au capitalisme. Et la moyenne de tout ça, en fait, la moyenne de tous les humains donne l'humanité, en fait, malheureusement. Et c'est ça aussi qu'on oublie de penser souvent, c'est que, ouais, faut pas juger tout le monde, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, pas d'amalgame. Mais pour moi, la moyenne humaine, c'est la moyenne de tous les gens. Donc certes, il y a beaucoup de gens qui sont très bien, pas forcément moi, mais en tout cas, j'ai pas une haute opinion de moi-même. Je pense que je suis un petit galopin, un petit salaud. J'ai beaucoup, en fait, les défauts que je vois en moi, je pense que justement à grande échelle, ils font mal.
Peut-être que moi, à mon échelle, je fais pas beaucoup de mal, mais mes défauts à moi sont répétés dans la population. Et à la fin, on obtient une population qui a une moyenne. Parce que, en fait, les agissements, comme je vous dis, face à l'énergie pas propre, il faut une humanité parfaite. Donc il faut que la moyenne de l'humanité soit parfaite. Comme presque les fourmis, quoi. Je vais vous dire que c'est vraiment un problème épineux que de se sortir d'un problème comme celui de l'énergie propre. Parce qu'il faut que la moyenne de l'humanité soit parfaite. Et c'est pas possible, en fait. C'est pas possible parce que l'action humaine n'est qu'une moyenne de plein d'individus qui sont représentés par d'autres, qui sont les politiciens, en fait. Les politiciens donc ni nous, ni eux ne sont parfaits. Ni nous, ni nous représentants ne sont parfaits. On est en face d'un problème inéluctable et imputrescible et insolvable. Que peut-être une race extraterrestre qu'on pourrait dire qui est tellement avancée elle est un dieu, en fait. Et c'est comme si Dieu venait nous aider, quoi, en fait. C'est comme si Dieu venait sur Terre nous apporter une clé magique pour dire, bon, je vous pardonne de votre bêtise, de votre médiocrité, c'est pas de votre faute, c'est la moyenne. C'est cette fameuse moyenne qui est mauvaise, pas forcément tous les humains. Des humains sont bons, d'autres sont moins bons. Des politiciens sont bons, d'autres sont moins bons. On a des Balkany, on a des Mélenchon, on a des Besancenot, on a des tas de politiciens différents. Et je viens vous absoudre de cette faiblesse. Mais après, il faudra en faire quelque chose de bien. Parce que c'est clair que si vous apportez du savoir et de la technologie à quelqu'un, encore faut-il qu'il l'utilise correctement et à bon escient. En serait-on capable? En serait-on capable, si demain une entité extraterrestre vient nous apporter des solutions technologiques, des solutions et que ça, est-ce qu'on sera capable ne serait-ce que de ne pas les réutiliser encore pour faire de la merde? Pour dire, voilà, imaginons qu'ils arrivent et qu'ils nous apportent l'énergie infinie. Qu'est-ce qu'on en ferait? Est-ce qu'on ne serait pas là pour l'utiliser à créer des armes de puissance infinie? Cet exercice de pensée m'a fait plus mal à la tête qu'autre chose et m'a plus finalement tordu le moral qu'autre chose. Parce que on ne sera pas à la hauteur de ça non plus, malheureusement. On ne sera pas à la hauteur de l'aide apportée, en fait. Je crois vraiment que c'est sans espoir pour l'homme. Putain, quelle merde. Bah ouais, parce qu'il faut être à la hauteur de l'aide qu'on nous apporte. Si tu vois un SDF dans la rue, tu vas lui apporter un ordinateur, tu vas lui apporter, je sais pas, des outils dont il n'est pas capable d'utiliser, parce qu'il a ne serait-ce que pas l'électricité dans la rue, tu vois, et bah il pourra pas s'en servir. Tu vois, c'est un peu... tu dois pouvoir apporter aux gens quelque chose, mais s'ils sont en capacité de l'absorber. Et le problème aussi de ces extraterrestres-là, c'est peut-être pour ça qu'ils se manifestent pas à nous, c'est parce que effectivement, on peut pas s'interfacer avec eux, en fait. Ils se disent, mais comment s'interfacer avec des gens qui sont très... En fait, tout ce qu'on pourrait leur dire, tout ce qu'on pourrait leur apporter, tout ce qu'on pourrait leur expliquer, ça se retournera contre eux. Parce qu'ils sont pas en capacité de l'absorber. Imaginez, je sais pas, moi, un sans-culotte de 1789, et vous débarquez du futur en disant, moi je débarque du futur, je viens pour t'aider. Voilà, fais ci, fais ça, voici un téléphone, ouais, voici un ordinateur. Ouais. Mais le mec, il va péter une durite, quoi. Je veux dire, il va dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est c'est Satan? C'est Satan qui vient me parler, là. Vous comprenez qu'il y a un tel décalage. Ils passeront pour des satans, les aliens. Parce qu'ils nous diraient des vérités qui seront pas bonnes à dire. Les aliens, s'ils viennent communiquer avec nous, ils nous délivreraient des informations qui seraient aussi déroutantes que des informations sorties d'une grande intelligence artificielle puissante qui nous dirait nos cas de vérité. Parce que on pourrait aussi se dire que le salut de l'homme pourrait venir de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle serait plus intelligente que nous à terme. Et qu'elle pourrait nous montrer des savoirs que nous, humains, ne seraient pas capables nous-mêmes de mettre à jour. Mais serait-on capable de les entendre? Par exemple, si une race, par exemple, que ce soit... Oh putain, c'est marrant, il y a des vaches qui viennent m'observer parce qu'elles m'entendent. Coucou! Coucou les vaches! Ouais, regardez, c'est fabuleux, je vais vous montrer. Vous les voyez? Est-ce que ce sont des extraterrestres? Hé! Espèce d'extraterrestre de la Terre! Créé par l'homme. En plus. Quelle honte. Quelle honte. On a créé des vaches. Vous vous rendez compte? C'est une honte. Là, j'ai pas à manger pour vous. J'ai peut-être même pas à manger pour moi.
Ah là là, la vie est dure. Non mais, en fait, finalement, l'exercice de pensée qu'on est en train de mener nous amène finalement à l'intelligence artificielle. C'était, en fait, passer par les extraterrestres nous emmène à une autre éventualité, c'est-à-dire que la vie extraterrestre ou bien l'intelligence artificielle, putain, mais elle se rapproche, les vaches. Mais qu'est-ce que vous croyez que je suis pour vous? Votre maître? Alors voilà, donc je vais aller les voir après pour les caresser, parce que vraiment, elles ont l'air sympas, ces vaches. Des bonnes vaches qui n'ont pas peur, et des fois, il y a des vaches, je fais ça, elles se barrent à l'autre bout du champ, hein. Donc franchement... ouais, d'ailleurs, on va aller les voir, ouais. C'est un exercice. Putain, excusez-moi. C'est un exercice youtubesque intéressant. Nous sommes en présence de vaches qui s'intéressent à moi. Alors, est-ce qu'elles vont pouvoir me répondre? Bonjour les vaches, j'ai des questions. Croyez-vous en l'intelligence artificielle? Enfin bon, c'est pas une question d'y croire, ça existe déjà. Croyez-vous aux entités extraterrestres? Ah, il n'y a pas beaucoup de réponses de nos amis, les vaches, mais je vais essayer de ne pas tomber dans le trou déjà. Et je vais essayer de m'approcher d'elles. Bah alors, on a peur? Alors, on a peur? Viens, viens, viens. Oh là là, franchement, qu'est-ce que c'est con une vache quand même. Mais qu'est-ce que c'est intéressant. Les Indiens, ils me diraient, mais c'est sacré une vache. Ouais, bah dites-moi pourquoi c'est sacré. Quand je vois ça, j'ai du mal à le croire. Viens. Tiens, tu veux de l'herbe? Bah, je vais t'en donner de l'herbe. Tiens, voilà, c'est sans doute des vaches qui veulent de l'herbe. Allez. Imaginez une race extraterrestre qui nous verrait, bah, on serait comme des vaches pour elle. Elle dirait, tiens, mange un peu d'herbe, mais on aurait un peu peur comme ça. On dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette herbe? Qu'est-ce que c'est que tu nous tends, toi, individu beaucoup plus intelligent? Eh oui, je suis plus